Il y a 25 ans, la baie de Han était considérée comme l'une des plus belles du monde. Depuis, sa dégradation, causée aussi bien par des usines y déversant leurs déchets solides et liquides que par les populations utilisant le site comme un dépotoir d'ordures ménagères et de matières fécales, n'a cessé de s'accentuer. Ainsi, des mètres cubes d'ordures ménagères et de déchets solides croupissent sous les eaux de la baie, ou plutôt de la poubelle de Han. À Rufisque et sur la petite côte, le spectacle est désolant. L'érosion côtière, comme un cancer, ronge les côtes. Le danger est bien présent. La question de l'érosion côtière, ce n'est pas une question comme ça qu'on débat entre nous, bien installés sur les falaises de Dakar. Non. C'est des gens qui sont envahis régulièrement par les eaux qui doivent penser à comment faire. Et quelle est la réponse de l'État dans ces conditions-là? Voici entre autres de réels problèmes environnementaux auxquels font face la population sénégalaise. Problèmes qui, cependant, trouvent rarement des solutions dans les programmes des hommes politiques. À la veille de la campagne électorale de la présidentielle du 26 février 2012, la fondation Konrad Adenauer, aussi impliquée dans la protection de l'environnement, a organisé un symposium sur la place de l'environnement dans le débat politique. Cette rencontre avait pour objectif d'amener les décideurs politiques, les élus locaux et les populations à intégrer l'enjeu de l'environnement dans le débat politique. Ce symposium, qui s'est tenu les 31 janvier et 1er février dernier, a réuni des experts de tous les domaines pour débattre du sujet. Ce symposium vise à offrir une plateforme pour les acteurs de la société afin qu'ils puissent s'échanger sur les problèmes urgents qui sont souvent inconnus, méconnus ou sous-estimés. L'accent a été mis sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour que l'environnement occupe une place de choix dans l'espace médiatique, dans les discours politiques et dans notre vie de tous les jours. Au finish, une charte environnementale a été établie et a été proposée aux différents candidats aux prochaines présidentielles. Charte leur permettant de s'imprégner des enjeux environnementaux et de profiter de leur temps de campagne pour rappeler les populations à changer de comportement, à respecter la nature et surtout à baser leur programme de développement économique sur l'environnement. Il faut que les politiciens puissent comprendre ces enjeux. Et je pense qu'au cours de ces 2 jours, on pourra échanger. Et ce que nous aurons souhaité, c'est qu'à l'issue de ces 2 jours, on puisse établir une charte environnementale que nous allons soumettre à tous les candidats. Et les candidats donc qui signeront cette charte et s'engageront à œuvrer pour l'environnement de demain. Les progrès technologiques et les évolutions économiques rendent nécessaires de nouveaux droits de l'homme qui intègrent le droit à vivre dans un environnement non dégradé et non pollué. C'est là l'essentiel des revendications formulées dans cette charte. Si la cause semblait commune, les approches pour y arriver étaient différentes. Des experts de différents domaines ont débattu sur des thèmes aussi riches que diversifiés pour amener les populations à adopter des comportements sains vis-à-vis de l'environnement et à interpeller les politiques sur le sujet. Très nombreux d'ailleurs sont ces politiciens qui promettent de créer des milliers d'emplois une fois au pouvoir, en oubliant que même l'environnement peut être source d'emplois. Si l'on parle ces derniers temps de dégradation de l'environnement et de changement climatique, on oublie très souvent que l'homme en est le principal auteur. Voici le classement des 20 années les plus chaudes, depuis que l'homme mesure avec précision, depuis 1880, la température moyenne sur Terre, par ordre décroissant des températures. J'ai pas eu l'occasion de rajouter que l'année 2011 se trouve à la place numéro 9 ici. On voit en rouge toutes les années 2000. On voit que les années les plus chaudes sont les années les plus récentes. Il y a un lien direct et aujourd'hui admis que c'est l'homme, l'activité de l'homme qui est responsable de cette augmentation de température moyenne sur Terre. Pourtant, la situation de la presqu'île sénégalaise offre des possibilités assez innovantes de production d'énergie propre. Ce que je propose, c'est valoriser cette presqu'île, tout autour de cette presqu'île-là, pour en fait récupérer l'énergie marine qui a une vocation d'érosion côtière,
avec cette énergie marine, le capter comme énergie. Alors l'idée c'est quoi? C'est de faire ce que j'appelle le collier d'énergie. Ce sont des plateformes tout autour de la presqu'île qui sont censées sur chaque plateforme intégrer 5, j'allais dire, types d'énergie renouvelable. Les plateformes peuvent avoir des capteurs solaires, évidence. Ils sont sur la mer, ils peuvent avoir des éoliennes, ça en avait 2 déjà. Et puis, les 3 autres, c'est quoi? L'énergie des vagues, vous avez les vagues, on peut les récupérer comme énergie. Vous avez les courants marins, donc 4e énergie. Et 5e énergie, c'est l'énergie thermique marine. Avec plus de 600 000 Sénégalais inscrits sur Facebook, les réseaux sociaux peuvent également contribuer au changement de comportement vis-à-vis de l'environnement, notamment des jeunes. Les réseaux sociaux, très bien connus aussi au Sénégal, peuvent apporter un changement de comportement, donc peuvent influencer le débat politique. On sait tous que ceux qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux, si ce soit Facebook ou d'autres, ou Twitter, ou Wikipédia, les encyclopédies en ligne, dès qu'il y a une information qui est postée, rien que par exemple sur érosion côtière à Rufisque, elle circule très vite. Préserver notre biodiversité est devenu un impératif. Mettre l'accent sur l'accès à l'information et faire un lobbying grâce aux réseaux sociaux est possible. Si l'environnement est absent du débat politique, ce n'est pas faute d'avoir au Sénégal des partis écologiques. Après avoir combattu pendant une quinzaine d'années dans l'écologie pratique, active, à travers les associations, je me suis rendu compte que la décision revenait toujours aux politiques. Par exemple, quand il fallait créer l'aire marine du Bambou, 7000 hectares protégés, qui aujourd'hui, aux yeux des scientifiques, est une merveille, aux yeux de l'économie, c'est formidable, c'est très beau pour tout le monde, mais en fait, pour obtenir l'autorisation, il faut batailler dur avec des politiques pour obtenir un décret, un arrêté, tout ça. Donc on a décidé de créer un parti politique écologique. Donc au début, à travers le RES, Rassemblement des écologistes du Sénégal, quand on a vu ce que c'était, on a créé un autre, la FEDES, et on continue à travailler à l'émergence de cet idéal pour nous, qui est nouveau en Afrique de l'Ouest. L'état de la situation de l'environnement dans les médias est plutôt inquiétant. Dans la semaine du 8 au 15 octobre 2005, sur les 127 articles publiés par l'Observateur, il n'y avait pas d'article sur l'environnement. Sur les 223 articles publiés dans le quotidien, il n'y avait que 2 articles sur l'environnement. Du 24 au 31 mai 2011, dans le quotidien, il y avait 227 articles et aucun article sur l'environnement. Dans l'Observateur, 172 articles, 3 articles seulement consacrés à l'environnement. Dans le Soleil, 275 articles, il n'y avait que 10 articles sur l'environnement. Cependant, le sujet est bien présent dans les textes. Présente dans la Constitution sénégalaise en son article 8, la question environnementale et le droit des populations à l'environnement sain est de moins en moins mise en pratique. Je veux intervenir par rapport aussi à des limites, selon moi, dans le code de l'environnement. On dit en matière d'infraction environnementale, il n'y a pas de crime. C'est les délits et les contraventions. Bon, en l'absence d'une étude d'impact, une entreprise qui s'implante sans une étude d'impact ou une autorisation, donc si c'est une entreprise de première classe, la sanction c'est allant de 1 million à 1,5 million. Je pense que c'est peu par rapport à une entreprise de première classe qui représente beaucoup plus de danger pour l'environnement. Une sanction allant de 1 million à 1,5 million. Et si c'est une entreprise de seconde classe, la sanction c'est 500 000 à 1 million. En cas de récidive, cette sanction peut être doublée. Donc je pense qu'il faut, nos autorités doivent arrêter l'amateurisme ou qu'on soit beaucoup plus sérieuse sur ce qui se fait. Bon, surtout par rapport à l'étude d'impact et qu'on essaie de respecter le code de l'environnement. Et quand on demande à certains quelle note ils donneraient sur 10 au gouvernement sénégalais en matière de gestion de l'environnement, ils nous répondent: il y a des choses qui ont été faites par ce gouvernement, nous on le reconnaît, bien sûr, et c'est pourquoi je leur donne la moyenne, 5, je crois que c'est bien noté.
Si je vous dis 9 sur 10, bon, je donnerais 3,5. Il y a des parties sur lesquelles il y a eu quand même des grandes avancées. Si je prends l'affaire du climat, n'est-ce pas, le Sénégal a quand même élaboré son plan. Si je prends l'affaire de la désertification, on a eu le plan d'action sur la désertification, le plan sur la biodiversité. Mais il y a des choses qui restent. Des choses qui restent. Par exemple, quand on a dit l'usine à charbon, c'est vrai qu'on va faire une usine à charbon, ça peut être intéressant, mais il faut s'intéresser si ça respecte carrément l'environnement, parce que beaucoup de pays, dans le cadre du protocole de Kyoto, ont dit que l'usine à charbon, il faudrait y réfléchir. N'est-ce pas? La brèche de Saint-Louis, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il y a des milliers d'hectares qui vont être salinisés, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas dire que le gouvernement a failli, il y a des projets qui ont marché, mais il y a d'autres projets, il faut parler. Parmi les problèmes environnementaux du Sénégal, la gestion de l'inondation cause problème. Pendant que les communautés locales et l'État se jettent mutuellement la responsabilité de la gestion des inondations, les populations, elles, en souffrent. Les populations vont souffrir davantage. Dans ces zones qui sont impactées, c'est les populations démunies. Alors, avec ces impacts des inondations, ils vont s'appauvrir davantage. Chaque année, ils sont obligés d'acheter des mètres cubes de camions de sable, de gravats, pour se soulager de quelques mois d'inondation. Or, ces revenus-là sont colossaux si on estime les revenus de ces populations-là. Un camion de gravats aujourd'hui vous coûte entre 25 et 35 000. Un camion de sable vous coûte entre 60 et 70 000. Si on en a 2 ou 3 par année pour au moins se soulager pendant 2 ou 3 mois, c'est un budget qui est colossal pour quelqu'un qui a des revenus très limités au niveau de l'année. Donc là aussi, ça dit, les inondations là, mais ils vont non seulement dégrader le cadre de vie, mais dégrader les conditions de vie des populations au niveau local. À l'issue de ces fructueux échanges, une charte environnementale du Sénégal a été finalisée et sera soumise aux candidats pour que l'environnement puisse être pris en charge dans les programmes politiques. La charte environnementale, c'est pour aujourd'hui pousser le politique à avoir, je dirais, une politique qui soit en accord avec ce que nous voulons. C'est important. Jusqu'à présent, nous avons laissé le politique faire ce qu'il pensait être bon, entre guillemets, mais je pense que c'est aux populations de donner le là. Et je pense qu'une charte environnementale pourrait, ne serait-ce que dans le secteur de l'environnement, pouvoir un peu cadrer le débat. Par sa portée symbolique, cette charte est malgré tout une avancée majeure et un acte fondateur historique pour les droits de l'homme et de la démocratie. La charte place en effet désormais les principes de sauvegarde de notre environnement au même niveau que les droits de l'homme et des droits économiques et sociaux. Les richesses naturelles de la Terre ne sont pas illimitées et des comportements, qu'ils soient le fait d'individus ou non, les mettent en danger. Si nous ne repensons pas rapidement notre manière de vivre, nos enfants paieront lourdement les conséquences de notre comportement irréfléchi. Madu